Ce qu'on a comme soirée, vous allez voir, c'est assez détaillé. Et c'est vraiment le bébé de Mathieu et Alain. Fait que moi, je ne vais rien dire ce soir. C'est pour ça que je suis à la porte. Mais je suis juste là pour vous accueillir. On va regarder les différentes caméras, les différentes composantes, les avantages et les inconvénients de tourner avec des DSLR haute définition comme celle qu'il y a ici. On va faire des comparatifs et on va beaucoup parler d'accessoires. On a toutes sortes de commanditaires qui sont ici ce soir avec nous pour vous montrer des adaptateurs, des rigs pour pouvoir mettre ces caméras-là à l'épaule pour ajuster la stabilité. Et on va aussi, évidemment, parler de la post-prod. Fait qu'une fois que vous avez tourné avec ces caméras-là, comment on amène les images dans Final Cut Pro, les avantages, les inconvénients, parce que ça prend ça pour faire votre workflow. Ça sert à rien d'avoir des belles images si on n'est pas capable de les monter. Il y a évidemment une conclusion qui va contenir un tirage. On va vous reparler un petit peu plus tard à la pause à propos de tout ce qu'on a à vous faire tirer ce soir. Fait que je me tais et je donne la parole à Mathieu Marano et Alain Pilon qui drive le show ce soir. Un 4 millième de seconde puis f2.8. C'est là que ça commence à être intéressant. Juste pour montrer ce que ça représente. Mon site, c'est vraiment pas le site le plus populaire au sujet des 5D. Par contre, on voit le trafic, il y a eu 2 spikes finalement. Le premier spike, c'est quand le firmware update est sorti. Soudainement, ça a été très populaire. Tout le monde s'est dit, qu'est-ce qui se passe avec les 5D? Donc, mon trafic a augmenté. Puis, il a augmenté quand même de façon significative. Puis, le deuxième point, c'est quand la 7D a été annoncée puis est sortie un peu après. Puis, on voit depuis ce temps-là, je gagne à peu près 200 visiteurs par semaine, de 200 uniques. Donc, c'est une progression constante. Je suis pas là pour vanter le trafic de mon site web, mais juste de montrer comme quoi que si le trafic monte, c'est que les gens s'intéressent plus à ça. Puis là, maintenant, on devrait se demander pourquoi les gens s'intéressent à ça. Puis c'est Mathieu qui va pouvoir en parler. Bonjour. Pas les vidéos à votre femme, ou du moins à votre future épouse, parce qu'elle va vouloir finalement avoir ce genre de vidéos-là pour son mariage. Vous irez voir, on mettra sur le blog le lien vers le site de StillMotion. Ils sont vus pas mal comme à peu près les meilleurs vidéographes, point de vue. C'est très artistique, ils font très stylisé. Donc, je me suis intéressé à ça. Puis c'est là, puis en même temps, ça a coïncidé un peu avec la sortie de la 5D Mark II qui permettait finalement moi, il était temps pour moi que j'update ma 5D, puis en même temps, on pouvait faire du vidéo. Donc, c'est là que j'ai plongé. Puis j'imagine, avec la 5D, quand elle est sortie, ça a été très populaire. Puis avec même la 7D, les versions de Nikon aussi, ça fait un peu que pourquoi tous les photographes qui sont ici s'intéressent au domaine des HD DSLR. Bon, donc si on fait un peu l'historique des HD DSLR, la première vraie SLR qui filmait en HD, c'était la D90. C'était la première caméra finalement qui permettait d'avoir c'est pas un senseur full frame, c'est un crop de 1.5, mais c'est quand même un très gros senseur qui permettait d'avoir une qualité d'image incroyable. Par contre, elle avait quand même c'était très restrictif. Il n'y avait pas de contrôle manuel. Le jello effect qu'on va voir plus tard était très prononcé. Mais même ça, elle a quand même un bon succès. Mais c'est vraiment quand la 5D est sortie que Vincent Laforêt, pendant la pause, on va voir la vidéo qu'il a fait. Il a fait la vidéo Rêverie. Avant que la caméra sorte, il a produit une vidéo je pense c'est en 1 nuit ou en 2 nuits. Puis là, tout à coup, les gens se sont dit, oh my God, on est capable de faire quelque chose de beau avec ça. Lui, sur son blog, pour ceux qui connaissent pas Vincent Laforêt, il est pas mal populaire. Il a dit, c'est un game changer. Aussi clair que ça, il a dit, mais à partir une fois que cette caméra-là va sortir, les gens vont plus voir la vidéo de la même façon. Ça va bouleverser le monde des photographes, ça va bouleverser le monde des vidéographes. Il avait raison, ça a pris un peu plus de temps. Mais quand même, la caméra, la 5D Mark II a été sold out dans tous les magasins à Montréal, aux États-Unis pendant plusieurs mois. Puis la première concurrente qui est venue un peu, parce que quand elle est sortie la 5D Mark II, tout le contrôle, tout était automatique. La seule chose qu'on pouvait contrôler, c'était l'exposure compensation, aller à plus 2 stops ou moins 2 stops. C'était très, très limitatif. Les gens avaient trouvé différents hacks en dévissant à moitié la lentille quand on avait mis l'ouverture qu'on voulait. C'était vraiment, vraiment pas commode, puis on avait toujours peur que la lentille tombe du boîtier. Donc, fait que Panasonic, eux, ils ont sorti la GH1 qu'on va avoir. Tous les appareils qu'on parle ce soir, vous allez être capable de jouer avec pendant la pause, en passant. Panasonic a sorti la GH1 qui, eux, ils voulaient vraiment casser les jambes de Canon pour dire tout ce que les gens se plaignaient de la 5D, Panasonic a écouté puis l'a implémenté dans leur caméra. Donc, il y avait le son stéréo, tout était manuel, à film en 24p. Puis en 1080 24p. Donc, ça a eu un certain engouement, mais par contre, on va voir plus tard, c'est très compressé, puis le bitrate est pas très, très élevé. Donc, au niveau de l'image, on perd un peu. Puis aussi, c'est que c'est pas une caméra qui est full frame.
Alors là, Canon a commencé à sentir un peu la pression arriver avec la GH1. C'est là qu'ils ont mystérieusement sorti, à peu près en même temps que la GH1 est sortie, le firmware update qui donnait le contrôle manuel. C'est là que le déluge. Tout le monde était capable finalement on pouvait en plein jour, parce qu'avant, quand tout était automatique, en plein jour, quand il y avait beaucoup de soleil à midi, ils nous mettaient l'ouverture à F22, puis ils mettaient le shutter speed à, mettons, 125. Fait qu'on pouvait pas utiliser vraiment les avantages d'avoir une HD, d'avoir une caméra, une SLR pour filmer, parce qu'on avait tout le temps full profondeur de champ. Mais là, avec le firmware update, c'était possible de shooter en plein jour à 1/4 millième de seconde puis f2.8. C'est là que ça commence à être intéressant. Juste pour montrer ce que ça représente. Mon site, c'est vraiment pas le site le plus populaire au sujet des 5D. Par contre, on voit le trafic, il y a eu 2 spikes finalement. Le premier spike, c'est quand le firmware update est sorti. Soudainement, ça a été très populaire. Tout le monde s'est dit, qu'est-ce qui se passe avec les 5D? Donc, mon trafic a augmenté. Puis il a augmenté quand même de façon significative. Puis le deuxième point, c'est quand la 7D a été annoncée puis est sortie un peu après. Puis on voit depuis ce temps-là, je gagne à peu près 200 visiteurs par semaine, de 200 uniques. Donc, c'est une progression constante. Je suis pas là pour vanter le trafic de mon site web, mais juste de montrer comme quoi que si le trafic monte, c'est que les gens s'intéressent plus à ça. Puis là, maintenant, on devrait se demander pourquoi les gens s'intéressent à ça. Puis c'est Mathieu qui va pouvoir en parler. Bonjour. C'est ça que, en fait, le full frame, on parle d'une caméra comme la 5D. S35, on se rapproche plus d'une 7D. Ici, on a un 2/3 de pouce qui est plus comme la HVX200, comme la EX3. Finalement, le quart de pouce. Donc, on voit la différence qui est quand même évidente là, quand on les compare comme ça. Aussi, en rapport avec le capteur, qu'est-ce qu'on regarde aussi, c'est la cadence. Est-ce que je veux tourner en 24, en 23/98, en 29/9/7? Est-ce que je veux tourner en 60? Est-ce que je fais du sport? Est-ce que je veux avoir beaucoup de détails dans mes mouvements? Est-ce que je veux tourner en 1000 frames par seconde pour pouvoir faire des ralentis comme avec une caméra Phantom qui permet de faire des ralentis très détaillés? Je prends quelques secondes de votre temps pour vous dire de faire attention au 30. Du 30 frames par seconde, c'est du noir et blanc. La couleur, c'est du 29/9/7. Si votre caméra fait du 30 frames par seconde, vous allez avoir des problèmes en post-production. C'est dit. Merci, on va y revenir plus tard de toute façon. Aussi, faut voir aussi la vitesse de votre capteur. Souvent, dans ces caméras-ci, on utilise des capteurs CMOS qui ont une lecture progressive. À quoi ça ressemble une lecture progressive? Ça ressemble à ça. C'est qu'il va prendre l'image, il va partir du haut en bas et il va envoyer l'information d'image à votre processeur qui va faire la photo. Fait que plus vous avez une vitesse rapide, moins vous allez avoir de jello effect. On va voir tantôt ce que ça fait le jello effect. En fait de vitesse, une caméra 35 mm filme avec un rolling shutter, on parle de 4 millisecondes. Une RED, on parle de 8-9 millisecondes. Ces caméras-là sont plus autour de 10. Lentille, qualité de la lentille. Écoute, sur mon iBook, j'ai une petite caméra, on a une iSight, c'est une lentille en plastique. On a des lentilles en verre, on a plusieurs qualités de verre. C'est important quand on choisit notre caméra. Aussi, on parle de l'ouverture. Qu'est-ce que ça fait l'ouverture? En fait, l'ouverture va laisser passer plus ou moins de lumière. Aussi, ça va avoir un gros impact sur notre profondeur de champ. Plus l'ouverture est petite, plus la profondeur de champ va être grande. Donc, moins on va avoir des choses hors foyer. Et ça peut être plus facile de faire un focus, mais ça peut enlever un effet de profondeur. Alors, on va regarder qu'est-ce que ça fait. Ici, j'ai fait c'est la même vitesse, avec la même lentille, mais avec des ouvertures différentes. Donc, on voit, on va revenir à 2.8, où on a juste la bouteille d'Appleton qui est au foyer. Après ça, on va passer à 7.1. Oups, on commence à voir l'absolu de vodka. Puis, plus on monte, ben plus on voit toutes les bouteilles qui sont au foyer. Et ça, c'est seulement en changeant l'ouverture. On n'a pas touché à notre bague de focus sur notre caméra. Donc, c'est une des choses. Si vous tripez d'Apophile, puis vous voulez avoir la profondeur de champ, vous voulez vous servir de votre
gros capteur full frame de 5D pour avoir toute la profondeur de champ possible, ben en fait, c'est d'avoir des ouvertures le plus bas possible. L'ouverture, c'est calculé soit en f-stop ou en t-stop. F-stop, c'est ça qu'on trouve plus couramment sur les caméras photo. Le t-stop, on retrouve souvent plus ça en vidéo. La seule différence, c'est que le T est souvent compensé par la lumière qui est perdue par les verres et par les réflexions dans la lentille. Donc, il y a des équivalences. Aussi, les zooms. Sur une caméra, on va regarder, bon, est-ce que souvent sur les caméras vidéo de consommateurs, ça va être une 300X, une 30X. En fait, là, je vous parle pas de zoom numérique, là, qu'on essaie d'éviter, s'il vous plaît. Zoom optique. Ici, on va parler surtout de valeurs de focale en millimètres. Comme, mettons, sur cette caméra-ci, j'ai une 24-70 qui est à peu près une 3X. Le problème avec le 3X, c'est que ça nous dit pas c'est quoi notre plus petite et notre plus grande valeur. Parce que si j'ai une 100-200, c'est une 2X, mais j'ai quand même grossi beaucoup plus que avec ma 24-70 qui est une 3X. Fait que c'est pour ça on essaie toujours de prendre la plus petite focale jusqu'au maximum quand on parle d'une lentille zoom. Aussi, on parle de la monture. On a des caméras comme la HVX200, on a parlé tantôt, qui elle a une lentille fixe. On a les Canon ici qui ont des lentilles Canon, qui a des montures Canon, Nikon ont leur monture aussi, puis on a comme la Red One qui a un mount PL. Aussi, on regarde aussi pour regarder la stabilisation. Il y a des lentilles qui ont un stabilisateur intégré. Il y a d'autres caméras qui vont avoir un stabilisateur, comme les Sony ont un stabilisateur sur le capteur lui-même. Aussi, format d'enregistrement. On parle de, la résolution. En fait, encore, tantôt, comme je disais, SD, on peut avoir une caméra tantôt, je disais un capteur HD, mais qui peut enregistrer en SD, en HD. On peut avoir un capteur de 1440 par 1080 qui va donner des fichiers qu'on regarde à 1920 par 1080. Donc, des fois, il y a une différence entre le capteur et la caméra. En fait, un des bons exemples, c'est les caméras DSLR qu'on regarde aujourd'hui. Pour la plupart, ils ont des capteurs qui font du 21 mégapixels, du 12 mégapixels. Puis, donc, on a une résolution beaucoup plus grosse au niveau du capteur, tandis que quand on enregistre en vidéo, on baisse à du HD, en fait, en résolution. On regarde aussi la compression. Si on va enregistrer en DV, en DVC Pro HD, en RAW, en AVC HD. Sur quel support ça va enregistrer? Est-ce qu'on va enregistrer sur des tapes, des rubans, des cartes, des disques? Est-ce qu'on va enregistrer carrément le signal va être passé dans une régie, ça va être traité là? Et bon, est-ce que est-ce que ça va être des QuickTime, des MXF, des AVI? Et en fait, c'est les choix qu'on va avoir à faire. On va voir plus tard comment on peut s'en servir. Aussi, manipulation. En fait, ici, en tout cas, on a un bel exemple de gamme. On a l'Olympus, la penne ici, qui est montée sur une rig. Et, en fait, on a des rigs beaucoup plus imposantes ici, comme la Shape. Mais, on s'entend que en voyage, je vais emmener celle-là, puis que je vais pouvoir tourner mon court-métrage avec celle-là. En fait, il y a la grosseur, il y a le poids. Il y en a qui, pour le poids, comme une Red, la tenir à la main, ça se fait pas. La plus petite focale jusqu'au maximum quand on parle d'une lentille zoom. Aussi, on parle de la monture. On a des caméras comme la HVX200, on a parlé tantôt, qui elle a une lentille fixe. On a les Canon ici qui ont des lentilles Canon, qui a des montures Canon, Nikon ont leur monture aussi, puis on a comme la Red One qui a un mount PL. Aussi, on regarde aussi pour regarder la stabilisation. Il y a des lentilles qui ont un stabilisateur intégré. Il y a d'autres caméras qui vont avoir un stabilisateur, comme les Sony ont un stabilisateur sur le capteur lui-même. Aussi, format d'enregistrement. On parle de, la résolution. En fait, encore, tantôt, comme je disais, SD, on peut avoir une caméra tantôt, je disais un capteur HD, mais qui peut enregistrer en SD, en HD. On peut avoir un capteur de 1440 par 1080 qui va donner des fichiers qu'on regarde à 1920 par 1080. Donc, des fois, il y a une différence entre le capteur et la caméra.
En fait, un des bons exemples, c'est les caméras DSLR qu'on regarde aujourd'hui. Pour la plupart, ils ont des capteurs qui font du 21 mégapixels, du 12 mégapixels. Puis, donc, on a une résolution beaucoup plus grosse au niveau du capteur, tandis que quand on enregistre en vidéo, on baisse à du HD, en fait, en résolution. On regarde aussi la compression. Si on va enregistrer en DV, en DVC Pro HD, en RAW, en AVC HD. Sur quel support ça va enregistrer? Est-ce qu'on va enregistrer sur des tapes, des rubans, des cartes, des disques? Est-ce qu'on va enregistrer carrément dans une... le signal va être passé dans une régie, ça va être traité là. Et bon, est-ce que c'est des... Après ça, est-ce que ça va être des QuickTime, des MXF, des AVI? Et en fait, c'est les choix qu'on va avoir à faire. On va voir plus tard comment on peut s'en servir. Aussi, manipulation. En fait, ici, en tout cas, on a un bel exemple de gamme. On a l'Olympus, la penne ici, qui est montée sur une rig. Et, en fait, on a des rigs beaucoup plus imposantes ici, comme la Shape. Mais, on s'entend que en voyage, je vais emmener celle-là, puis que je vais pouvoir tourner mon court-métrage avec celle-là. En fait, il y a la grosseur, il y a le poids. Il y en a qui, pour le poids, comme une RED, la tenir à la main, ça se fait pas. Celle-là, ça se fait très bien. Il y en a qui c'est des intermédiaires entre les deux, on va voir. Aussi, contrôle optique. Est-ce que j'ai besoin d'avoir un ring pour faire le focus, un ring pour pouvoir faire mon zoom? Prise. Est-ce que je vais avoir besoin est-ce que je veux une caméra épaule, à main? Est-ce qu'il va me falloir un stabilisateur? Est-ce que, aussi le viseur, il y en a qui ont des viseurs optiques. On s'entend pour dire que nos caméras ici, c'est des caméras photo DSLR. Leur caractéristique principale par rapport à d'autres caméras, c'est qu'on voit directement à travers la lentille ce que la caméra va prendre comme image. Quand on est en mode vidéo, ils font plus ça. On regarde, comme toute autre caméra vidéo, à travers le LCD, sur le LCD qu'il y a derrière la caméra. Donc, il n'y a plus de mode réflexe. En fait, la seule qui en a encore, on peut dire un vrai, c'est elle. Parce qu'il y a une caméra 35 et on a un viseur sur dessus qui a la même focale que sa lentille. Donc, c'est un de ses avantages. Et expansion, il y en a de quoi qu'on va parler, il y a l'audio. Est-ce qu'on veut des prises audio? Est-ce qu'on veut une sortie HD SDI? Est-ce qu'on veut pouvoir enregistrer en 2 systèmes, une entrée de timecode? Fait que c'est quelques paramètres sur lesquels on se base pour prendre des décisions quand on veut acheter une caméra. Donc maintenant, qu'est-ce que ces caméras-là ont de différent et ont de plus? Alain? Mais ce qu'on voulait surtout illustrer, c'est que c'est facile de changer les objectifs. On peut utiliser, si vous êtes photographe, vous allez déjà utiliser tous les objectifs que vous avez présentement. Il y a des objectifs vraiment les prix sont beaucoup plus bas que des objectifs pour le cinéma. Puis on peut facilement avoir des grandes ouvertures à bas prix. Là, on parle de 1000 $. Là, un autre avantage, c'est les lentilles spécialisées. Comme là, ici, on va mettre un petit exemple. Quand on filme avec un objectif macro, c'est bien le fun de faire ça. Puis ici, avec une tilt shift. Pour ceux qui ne connaissent pas les tilt shifts, c'est une lentille qu'on est capable de changer le plan de... Normalement, avec un objectif, la caméra... quelque chose de plus petit. OK. Très populaire. C'est que le plan de focus va tout le temps être parallèle au senseur, mais avec une tilt shift, on est capable de faire basculer le plan de focus. Comme là, ce qui se passait, c'est que mon plan de focus, ma caméra était comme ça, mais mon plan de focus était comme ça pour l'horizon. Donc, quand on voit de côté, le plan de focus est comme ça. C'est ce qui crée l'effet de miniature, comme si on était un peu un géant, puis on regardait encore une maquette. C'est super le fun à faire. Autre avantage de la HD DSLR, c'est que c'est discret. Encore une fois, on reprend notre petite Pen One. C'est certain que cette caméra-là, elle va pas avoir la même qualité que la 5D qui est 4 fois plus grosse, mais le gros avantage, c'est que moi, je serais jamais capable d'aller voir un show de YouTube avec ça dans mes poches. Mais par contre, avec ça, ils vont me laisser passer, ils vont se dire, ah, c'est une petite point and shoot, il n'y a rien là. Mais on est capable de filmer, de faire la vidéo en HD. Puis encore les autres avantages, c'est qu'on peut se faire passer pour un photographe. C'est une des raisons que moi j'aime beaucoup. Je filme des mariages
Les gens, ils savent comment réagir devant un appareil photo. Ils voient l'appareil photo, ils sourient, ils prennent leur photo. Là, ils sont tout le temps pas naturels. Mais là, une fois qu'ils pensent que la photo est prise, là, ils vont commencer à agir de façon naturelle. Puis c'est là qu'on est capable de capturer des vrais moments de la vraie vie. Ou encore, on peut juste laisser la caméra sur la table, filmer, partir, revenir après. Puis les gens s'attendent pas qu'un appareil photo fasse du vidéo. Peut-être que ça va changer dans les prochaines années, mais pour l'instant, ça marche encore très bien. Les agents de sécurité vont pas vraiment venir vous déranger. Je me suis fait prendre plusieurs fois dans le Vieux-Port à essayer de filmer à des endroits qu'on n'a pas le droit. Je viens juste de réaliser qu'on enregistre tout ça. Mais... OK, on va espérer que la sécurité du Vieux-Port écoute pas. Mais finalement, on n'a pas l'air, ils sont pas gentils, ils veulent pas qu'on filme parce qu'il faut un permis. Puis évidemment, on n'a pas de permis. Fait que quand ils voient dire, vous faites juste des photos, ben s'il vous plaît, partez, au lieu de vraiment venir nous taper sur les doigts. Un autre avantage, c'est que la caméra, par elle-même, dès qu'on a l'objectif dessus, c'est capable de faire la job. C'est pas l'idéal, on n'a pas la rig, on n'a pas le micro, mais on est capable de faire quelque chose en soi-même. Donc, quand on a encore juste notre petite caméra ici, on est fonctionnel. On peut tout le temps l'avoir dans notre sac puis filmer. Et c'est léger. Ça, c'est un autre avantage pour ceux qui voyagent. Ou encore qui veulent juste toujours avoir une caméra avec eux, ben ça va peser la plus lourde, si on regarde la 5D là avec la 85, ça va peser 4 livres. C'est pas super. Quand vous devez vous déplacer d'un endroit à l'autre ou encore sur un site d'un mariage où est-ce qu'on se déplace, qu'on court tout le temps d'une place à l'autre, ben c'est pas plus lourd que l'appareil photo. Mon Dieu. Ah oui, puis le dernier avantage, c'est que ça prend des photos. C'est quelque chose qu'on oublie. Non, mais là, les gens rient, j'ai l'air un peu ridicule de dire ça, mais ceux qui suivent un peu l'actualité dans le domaine, vous avez sûrement vu que Stu puis Vincent Laforêt puis le Third Guy, ils ont filmé un film, ils ont eu accès à une Canon 1D Mark IV, on va parler un peu plus tard, qui est, en tout cas, la nouvelle caméra hot qui va sortir de Canon, puis ils n'ont pas pris de photos avec. Ils n'ont pas fait de test, ils ont juste filmé. Fait que c'est juste pour dire qu'il y a des gens qui oublient que c'est capable de prendre des photos. Évidemment, c'est des années pour prendre des photos. Ça a été ergonomiquement, c'est fait pour faire des photos. C'est super pratique d'avoir une caméra parce que ce qui se passe, c'est que vous filmez, vous avez déjà votre caméra est sur le trépied et tout. Vous prenez votre photo. Fait que vous allez déjà vous pouvez prendre votre photo, elle va évidemment être en plus haute résolution. Mais si plus tard, vous devez recréer le set ou encore documenter ou quoi que ce soit, vous allez avoir des très bonnes photos, vous allez pouvoir travailler. Les fichiers photos sont en RAW pour toutes les caméras qu'on a ici. Puis vous avez 2 appareils en un, donc vous n'avez plus besoin quand vous faites, admettons, du location scouting, quoi que ce soit, d'avoir votre iPhone qui essaie de prendre des photos. Bien, vous faites tout avec votre caméra. Vous prenez votre photo pour le scouting, vous filmez un peu pour montrer c'est quoi votre idée. Tout est sur la même carte, c'est facile. Malheureusement, il n'y a pas juste des avantages, il y a aussi des inconvénients, puis je vais laisser Mathieu en parler.